Bonjour Marie Sapper, merci beaucoup d'avoir accepté mon interview sur Philosciences. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire un petit peu ce que vous faites, dans votre métier et ce que c'est que la CIRAD, s'il vous plaît? Oui, alors du coup, moi je suis, épidémiologiste, chercheuse épidémiologiste au CIRAD. Donc, le CIRAD, c'est un institut de recherche, en agronomie, donc de coopération internationale, pardon, pour la recherche, agronomique, au sud essentiellement. C'est un organisme français qui est basé à Montpellier, mais avec des travaux principalement tournés vers les pays du sud. D'accord, La spécialité, donc moi je suis, experte en, évaluation et mise en place des systèmes de surveillance des maladies animales et émergentes et zoonotiques. voilà, donc ça nous rappelle un petit peu le contexte. Ça nous rappelle donc le Covid-19. Et donc si je vous ai contacté pour cette interview, c'est que j'ai été très étonné, de la manière avec laquelle, l'Europe ne s'est protégée ou plutôt pas protégée de l'expansion, du virus. Et j'avais envie du coup de discuter avec vous du est-ce qu'on peut se protéger d'une pandémie ou est-ce que de toute manière, c'est impossible? Et si oui, comment on fait? Voilà. Donc, est-ce que par exemple, laisser les vols, de l'Asie et de la Chine vers, l'Europe, jusqu'à ce que ce soit la Chine qui décide de les fermer puisque eux trouvaient qu'on les contaminait, c'est une bonne idée? Alors en fait, on peut oui se protéger d'une pandémie, mais il faut-il encore être prêt? Et pour être prêt, il faut du coup, l'anticiper et avoir pris en compte la mesure, de ces risques et avoir mis en place et décidé de mettre en place des actions, qui peuvent prévenir ces risques et être capable de les mettre en œuvre très rapidement. D'accord. Passé pour la pandémie, de Covid-19, donc c'est que les étapes il y a différentes étapes, à l'échelle internationale d'alerte au niveau des risques pandémiques qui sont définies par l'Organisation mondiale de la santé et ces niveaux d'alerte définissent un petit peu les actions que vont mettre, en œuvre les pays D'accord. et on a clairement vu, dans, la pandémie, de Covid-19, du coup, les limites, de ce système et aussi les limites des niveaux de préparation des différents pays dans le monde. Ce que nous, on a observé en tant que scientifiques, c'est, une préparation, bien plus efficace, dans certains pays du monde, comme les pays, d'Asie du Sud-Est et Mmh. notamment, par exemple, la Corée du Sud, qui sont des pays qui sont confrontés en permanence à ces risques d'émergence qui ont mis en place des mesures depuis 20 ans, tant au niveau institutionnel et politique qu'au niveau technique sur le terrain, pour être capable de déclencher des actions rapides pour prévenir ces risques. Mmh. La Corée du Sud a une plateforme de discussion scientifique One Health, une seule santé, qui regroupe différents scientifiques des différents secteurs, santé animale, santé humaine, environnement, qui siègent en permanence au niveau des ministères, et ce depuis qu'ils ont eu une épidémie de coronavirus du Moyen-Orient, donc le MERS-CoV, en 2012. Mmh. Donc voilà, on se rend bien compte que ces pays qui sont confrontés à ces risques et qui sont préparés à y répondre, sont capables de mettre en œuvre des mesures très rapides pour les limiter. Mmh. Et on nous dit souvent, dans ces pays d'Asie, finalement, ce qui fonctionne, c'est parce que soit c'est des tout petits pays, soit c'est des îles, soit, on nous dit en gros que, de toute façon, la France, avec son positionnement au milieu du continent, européen, ne pourrait pas vraiment se protéger des pandémies. Mais la Corée du Sud, certes, elle est un peu isolée, parce qu'il y a pas beaucoup d'échanges avec la Corée du Nord, mais, et qu'est-ce que vous pensez de cette objection, de cette remarque? Alors il faut juste regarder ce qui se passe dans les pays, continentaux, dans ces zones-là, qui ont réussi à se protéger, aussi, au mieux, en mettant en place des mesures, qu'ils avaient anticipées, ils étaient prêts également et en les mettant en place très rapidement. La problématique, en fait, elle se pose dans ces termes-là, c'est le niveau de préparation et est-ce qu'on est prêt à mettre en œuvre des mesures qui vont avoir des conséquences, sociales, économiques, et politiques compliquées, mais qui vont, prévenir, des impacts dramatiques tels que ceux qu'on observe actuellement. Je pense que D'accord. la problématique qui s'est passée, avec l'émergence du Covid-19, c'est qu'on n'était pas prêt à mettre ces mesures en place, par peur des conséquences, parce qu'on n'avait pas encore, pris l'ampleur, de ce que pouvait être l'impact de la maladie et de la nécessité d'essayer de la contrôler ensuite, ce qui est en train de se passer maintenant depuis 1 an, en fait. C'est-à-dire qu'on n'était pas prêt à sacrifier, une part de notre économie et de nos libertés, parce qu'on n'était pas conscient que ce faisant, on en sacrifiait une beaucoup plus grande partie dans Exact quelques semaines, quoi. Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que ça fait 20 ans que la science, les scientifiques tirent la sonnette d'alarme, donc nous, ça fait 20 ans qu'on est prêts à voir, ça arriver. Quand c'est arrivé, on n'était pas surpris. Ce qui nous a surpris, c'est, la minimisation, déjà de la maladie.
parce qu'un coronavirus n'est pas une grippe. Ça, tout scientifique qui travaille sur ces maladies-là le sait. C'est 20 Mhm. fois plus virulent et 10 fois plus contagieux. Donc, dès le départ, ça, c'était une donnée Vous qu'on avez dit avait. quoi, 20 fois plus violent? Oui. Mais les rhumes sont des coronavirus et c'est pas 20 fois plus violent qu'une Alors, grippe. ces coronavirus qui émergent, c'est de type Ah, vraiment précisez. ces coronavirus qui ne circulent pas actuellement chez l'homme et qui, quand quand ils passent la barrière de l'espèce, c'est une virulence très importante. Et on a l'expérience de ces coronavirus-là, notamment avec les épidémies de MERS-CoV qui arrivent sporadiquement dans le Moyen-Orient et qu'on étudie depuis aussi une quinzaine d'années. Donc en Mm. fait, voilà, quand une nouvelle maladie comme ça émerge de ce type-là, il faut d'abord vraiment étudier son impact avant de définir son niveau de violence et du coup de minimiser la situation. Donc ça, c'est la première chose. Mm. Et la deuxième chose, après, quand l'épidémie a démarré, c'est mathématique. C'est-à-dire qu'une épidémie, c'est surtout quand on connaît le taux de contagion, donc le R0 qui définit le nombre de personnes qu'une personne infectée va infecter. Quand c'est supérieur à 2, 2,5, ce qui était le cas au début de l'épidémie de Covid, on sait que ça évolue de manière exponentielle et que très rapidement, dès que ça a démarré, dès que l'exponentielle a démarré, on peut difficilement l'arrêter. Et donc après, on sait exactement ce qui va se passer mathématiquement. Ce qui nous a surpris, nous, scientifiques, c'est effectivement les délais de réaction des différents pays dans le monde et de l'Organisation mondiale de la santé à mettre en place ces niveaux d'alerte, alors qu'il y avait déjà des débuts de courbes épidémiques exponentielles qui avaient démarré dans certains pays. Parce que ça veut Mm. dire que quand on voit le début de l'exponentielle, on n'a pas vu tous les cas qui circulaient avant. Et ça veut dire que, probablement, vu comme le monde est connecté avec les connexions aériennes, on sait que ça veut dire que le virus est déjà probablement présent dans la majorité des pays qui sont en lien avec ces pays-là. D'accord, mais alors concrètement, qu'est-ce que la France aurait pu faire, disons, en janvier 2020? C'est là que sont tombées les premières études. Je me souviens, moi, je faisais des graphiques où je comparais la croissance du MERS, donc de 2004, je crois, avec la croissance du Covid, et on voyait qu'il y avait un écart très étonnant, que le Covid-19 partait de manière beaucoup plus exponentielle que le MERS. À ce moment-là, la ministre de la Santé a fait une interview dans laquelle elle disait, donc fin janvier 2020, que il y avait des personnes qui étaient totalement asymptomatiques et que d'autres étaient contagieuses avant d'être symptomatiques, voire plusieurs jours avant d'être symptomatiques. Donc là, voilà, on voyait bien le problème qui semblait pouvoir se poser. Qu'est-ce qu'aurait dû faire, qu'est-ce qu'aurait pu faire la France à ce moment-là? En fait, alors la France, je ne sais pas spécifiquement, mais globalement, pour être prêt à faire face à ce type d'émergence, il faut être capable, il faut pouvoir avoir des mesures en place qui permettent de mettre en place des actions rapides comme la fermeture des frontières. Clairement, très rapidement, il faut Mmh. que les transmissions aériennes soient limitées pour éviter la propagation virale. Après, Ça veut dire quand quoi concrètement? Ça veut dire on arrête tous les avions, on interdit les vols en provenance au moins du foyer, quoi, ou du monde entier. Oui, alors bah, la question se pose, ça dépend à quelle temporalité on est. Et c'est toujours la complexité, c'est-à-dire que là, on se rend compte maintenant avec les études qui sortent que le virus circulait déjà bien avant Noël. Donc ça veut dire que quand vraiment on a vu le début de la crise, c'était déjà trop tard. Donc Mmh. voilà, c'est très compliqué parce qu'en fait, les émergences de maladies, parce qu'on a des systèmes de surveillance en place qui ne sont pas suffisamment efficaces pour détecter les premiers signes d'émergence, on arrive toujours trop tard. Donc les mesures qui peuvent être mises en place sont de toute façon déjà trop tardives. La deuxième Mais problématique qui se pose, comment pourrait-on avoir de meilleurs systèmes pour détecter les virus émergents alors qu'on ne les connaît pas? Comment faire un test d'un virus qu'on ne connaît pas encore? alors nous, ce qu'on propose, et c'est ce sur quoi on travaille donc depuis le début de la crise, et c'est des activités qu'on met en place depuis 20 ans dans le cadre de nos recherches, mais on pousse ces travaux-là, c'est de prévenir plutôt que guérir, c'est-à-dire de mettre en place des systèmes de surveillance, d'alerte précoce et de réduction des risques, donc de réduction de l'empreinte de l'homme sur la biodiversité, de réduction de la fréquence des contacts entre les hommes et les animaux sauvages ou la fréquence de risque d'apparition des maladies dans les animaux d'élevage intensif. Donc, c'est de mettre en place ces mesures-là très, très en amont des crises. On propose de travailler sur cette pré-émergence. Et pour cela, ça veut dire vraiment investir dans des systèmes d'alerte précoce et de mise en œuvre de solutions pour limiter ces risques, bien, bien en amont des crises. Alors là, on touche à un domaine qui est un peu compliqué parce que c'est ce qu'on demande, nous, depuis longtemps, c'est ce qu'on dit depuis le SARS-CoV-1, puis la pandémie de grippe aviaire, la pandémie d'H1N1, de grippe qui a émergé d'un élevage porcin, qui est devenue une grippe saisonnière, les épidémies récurrentes d'Ebola et la pandémie d'Ebola en 2013-2014.
En fait, voilà, la problématique, c'est que ces émergences de maladies ne font que s'accélérer. La fréquence ne fait qu'augmenter parce qu'on a un impact sur la biodiversité, sur l'environnement. L'homme a un impact de plus en plus important et on n'a pas de système qui permet à la source de détecter précocement. C'est-à-dire ça, on entend souvent dire ça, mais je comprends pas exactement ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement qu'on a, de plus en plus d'impact et que donc on a de plus en plus de virus? Alors Concrètement que ça sort concrètement, d'où? les virus, ils sont là. Ils sont dans la forêt. La chauve-souris, par exemple, c'est un animal qui est porteuse d'un certain nombre de virus qui sont dangereux pour l'homme. Ebola, Marbourg, Nipah, Corona, on en passe. Et en fait, ce qui se passe très concrètement, par exemple, c'est dans certaines zones du monde, on va déforester ou mettre en place des plantations d'arbres fruitiers limitrophes avec les zones d'habitat de ces chauves-souris qui vont être frugivores, par exemple. Ces chauves-souris frugivores vont donc venir se nourrir sur ces plantations d'arbres fruitiers et vont uriner ou déféquer dans des plans d'eau ou dans des réserves d'eau qui sont utilisées par les gens qui travaillent dans ces plantations. C'est un Mmh. exemple concret d'augmentation du contact avec des animaux avec qui on n'est pas forcément en contact normalement. Donc ça, c'est le premier exemple. Et ces émergences de maladies, elles arrivent de plusieurs façons, soit en contact direct avec l'animal qui est contaminé, donc par exemple tout ce qui est consommation de viande de brousse ou consommation d'animaux d'élevage domestique qui sont infectés, soit en contact indirect avec les virus par ces animaux, donc ce que je viens de dire par les urines, par les fécès, soit ensuite on a ce phénomène d'amplification et d'autres réservoirs où le virus va contaminer un animal domestique qui va ensuite contaminer l'homme. Donc ces trois mécanismes d'émergence sur lesquels il faut qu'on travaille en amont. Parce qu'en C'est fait, c'est oui, quoi les fécesses, pardon? c'est les défections, c'est les crottes, Oui. les crottes de OK, chauve-souris. Voilà. merci. OK. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que gérer la crise, gérer les conséquences de la crise, donc il y a des études récentes qui l'ont montré, notamment les rapports de l'IPBES, donc l'Institut sur la biodiversité, où ils ont bien démontré que de mettre en place des systèmes qui permettraient de réduire ces risques et de détecter précocement une première infection, soit chez l'animal, soit chez l'homme, soit des mortalités suspectes dans l'environnement, ça coûterait 100 fois moins cher que de gérer les conséquences de la crise, qu'elles soient sociales, D'accord. économique et Alors politique. Et encore, on concrètement est sur une étude qu'on est en train juste de percevoir, parce que plus la crise dure longtemps et plus ses conséquences oui, s'accumulent. concrètement, donc ça veut dire que c'est quoi qu'on fait, concrètement, en amont, comme Alors, opération? on fait, et c'est des activités qui sont mises en œuvre par nos équipes, mais par d'autres équipes de chercheurs et de développement dans le monde. Par exemple, en Guinée, on travaille avec les communautés locales qui vivent à l'interface avec ces animaux sauvages pour développer des systèmes de surveillance participatifs. Ça veut dire que c'est eux qui font la surveillance. De toute façon, la surveillance, elle est faite par les gens qui sont confrontés au risque, qui sont à la source. Donc, c'est eux qui doivent comprendre un petit peu leur rôle et leur responsabilité dans ce système, qui doivent aussi définir des modes de communication entre les différents services, donc avec qui ils vont transmettre l'information quand il se passe quelque chose de suspect ou qu'ils considèrent comme quelque chose de suspect ou un événement anormal, qu'ils informent la bonne personne, l'agent technique des services vétérinaires, l'agent des services de santé humaine, l'agent de l'environnement, qui ensuite prend des mesures en concertation avec les chefs de village, les autorités locales, qui va prendre des mesures rapides pour limiter les risques et pour Donc limiter la propagation d'une épidémie. ça veut dire qu'en gros, on doit être en relation avec absolument toutes les populations, tous les groupes de population, tous les villages qui sont, en lisière ou qui sont proches d'espèces, sauvages? Alors en gros, non, nous non. Par contre, au sein d'un pays, les pays doivent travailler avec les communautés locales et les gens, donc les chasseurs, les éleveurs, les vétérinaires locaux, Mmh. les médecins qui sont eux en première ligne pour mettre en place cette détection précoce et cette réponse rapide. Donc c'est à l'échelle d'un pays que ça se joue. Mais ce qui se passe, c'est que globalement, jusqu'à présent, les stratégies de santé et la mise en œuvre de ces stratégies, et on peut aussi l'appliquer à la situation France, elles sont définies du global au local, pardon. C'est-à-dire qu'en fait, en général, elles sont définies au niveau des politiques ministérielles, au niveau de l'État, qui en général définit ces politiques basées sur les priorités internationales aussi, fortement, et elles sont déclinées ensuite en termes opérationnels de haut en bas. Donc on va dire aux gens ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent fournir l'information. Concrètement, ce qui se passe, moi ça fait 20 ans que j'évalue des systèmes de surveillance dans le monde, ces stratégies sont souvent pas adaptées. Les conséquences pour les gens qui vont donner de l'information sont
dramatiques pour eux et ne sont pas du tout adaptées. La réponse qu'on leur donne n'est pas du tout adaptée. Et donc, en général, ce qui se passe, c'est qu'au niveau local, donc ces gens qui sont, eux, à la source, c'est eux qui ont la première information, l'information ne va pas sortir de ce niveau-là, elle ne va pas diffuser, ou elle ne va pas en tout cas être peut-être diffusée plus tardivement et être partagée plus tardivement. Donc ça fonctionne très mal. Et donc, nous, ce qu'on prône, et on a vu des exemples, il y a des exemples qui marchent dans le monde, c'est de définir ces stratégies de surveillance, de définir avec qui on partage l'information et qu'est-ce qu'on fait quand il se passe quelque chose, avec ces gens-là qui les mettent en œuvre et que ce soit eux qui définissent les stratégies en fonction de leurs besoins et que tout ça, en fait, se fasse en concertation évidemment avec les États pour qu'au niveau d'un pays, ces stratégies participatives soient définies et rentrent dans la législation des pays. Donc, c'est pas D'accord, à nous donc ça, de dire. c'est-à-dire qu'il faudrait réussir à avoir une entente mondiale qui fasse que tous les pays soient d'accord de mettre ça en place ou de les Oui, contraindre à mettre ça en place. Et donc, qu'est-ce qui se passe, par exemple, s'il y a un État qui ne veut pas, ou s'il y a un État qui est très peu présent, comme ça arrive parfois dans certains États un peu flottants où les dirigeants ne veulent pas s'intéresser au pays, ou bien s'il y a une guerre, ou bien s'il y a... dans tous ces cas-là, comment on fait du coup? alors, la réponse scientifique à la prévention des émergences, elle ne peut pas répondre à tous les maux du monde. On ne va pas répondre aux problématiques de géopolitique, on ne va pas répondre aux problématiques de guerre. Ça nous dépasse, c'est un autre sujet. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment, et pas que nous, hein, toute la communauté internationale et scientifique qui travaille sur ces problématiques-là, propose un peu un changement de paradigme, de vraiment travailler du local au global en co-construction. Donc après, évidemment, l'idéal, c'est que tous les pays adhèrent à ce mode de fonctionnement. En général, ce qui se passe, c'est quand on met en place ces actions-là sur le terrain et qu'elles fonctionnent, les États voisins veulent la même chose ou veulent mettre en place la même chose parce que ça marche et que c'est dans l'intérêt de tout le monde, en fait, de Oui, oui, oui. limiter les premiers impactés, ce sont ceux chez qui la maladie émerge. Donc voilà, donc forcer les gens, ça n'a jamais marché. Donc nous, on prône au contraire l'engagement volontaire et participatif pour assurer que les mesures qui soient mises en œuvre, elles soient adaptées aux contextes locaux et nationaux et qu'elles soient aussi prises en compte par les États. Parce qu'au-delà du fait qu'effectivement, il faut que tous les pays du monde adhèrent à ce genre de pratiques, il faut aussi qu'elles soient maintenues dans le temps, parce qu'une surveillance qui va être maintenue sur financements internationaux pendant 5 ans et perfusée comme ça, à partir du moment où les financements s'arrêtent, la surveillance va s'arrêter. Donc il faut D'accord. mettre en place des choix peu coûteuses et qui soient maintenues par les États dans le temps. OK. Et au niveau de l'OMS, est-ce qu'on fait le nécessaire maintenant? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que ce genre de choses se met en place ou pas et pourquoi? Oui, alors du coup, donc nous, on a lancé, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais One Planet Summit, la France, en concertation avec des pays européens et puis toute une communauté scientifique internationale, a lancé une initiative qui s'appelle PRESOT pour prévenir les émergences de maladies zoonotiques, justement, qui prône ces valeurs-là, donc celles que je viens de vous dire, donc vraiment de travailler dans la co-construction, de travailler dans la prévention, dans la détection précoce et dans une approche du local au global en impliquant sciences, société, politique. Cette initiative-là, elle est fortement soutenue par toutes les organisations internationales, que ce soit les organisations internationales en santé animale, l'Organisation mondiale de la santé animale ou la FAO, Food and Agriculture Organization, mais aussi les organisations mondiales internationales en santé humaine comme l'OMS et aussi les organisations environnementales comme l'UNEP. D'accord. Donc, il y a des choses qui se passent, il y a une vraie prise de conscience. La différence entre maintenant et janvier dernier, c'est cette prise de conscience qu'il faut effectivement peut-être aborder la problématique sous un angle différent. Et aussi, alors cette initiative, elle se veut portée par la science, que la science en fait facilite tout ça. Et ça, c'est quelque chose de nouveau aussi. Donc finalement, là, on commence à mieux écouter les scientifiques qui avaient effectivement quelque chose à dire il y a déjà un an de ça. Et donc les choses sont en train d'évoluer dans la bonne direction en tout cas. Espérons que ça dure et que ce soit pas juste un effet de mode, de peur et que dès qu'on parlera plus du Covid, tout ça soit oublié et que les États s'en occupent plus comme c'est souvent le cas avec, l'omnubilisation de l'humain pour les échéances courtes. Oui, Hem, alors, je voudrais juste renforcer ça par un point, et c'est tout le paradoxe, c'est la problématique de la prévention. Parce que justement, en fait, il faut essayer d'une pédagogie à avoir. C'est ce que les États dont je vous parlais tout à l'heure en Asie du Sud-Est ont compris. Ça veut dire qu'en fait, il faut investir sur du long terme, sur des actions dont on ne verra jamais les bénéfices, parce que les bénéfices, c'est quand il ne se passe rien. Ça veut dire qu'il ne se passera rien, et grâce à ça, grâce à ces actions-là, il ne se passera rien. Et c'est toute une pédagogie, en fait. C'est-à-dire que si on le sait, très bien compris. voilà. Parce que juste une info, il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais on aurait dû confiner dès le 15 janvier, comme ça. Oui, alors effectivement, ça aurait été peut-être une mesure qui aurait fonctionné, je n'en sais rien. Par contre, personne n'aurait adhéré en France à un confinement si le gouvernement avait dit en France
on vous confine pendant 3 mois, ça veut dire que vous ne sortez pas de chez vous pendant 3 mois, on vous prive de vos libertés parce qu'actuellement il ne se passe rien et on aimerait que ça dure et que justement il n'y ait pas d'épidémie, personne n'aurait compris, personne n'aurait adhéré. De toute manière, ça aurait été un peu disproportionné de confiner toute la France en janvier alors qu'on avait encore très, très peu de cas. À ce moment-là, il fallait Non, surtout tracer, isoler. non, non, justement, si vous voulez bloquer, parce qu'en janvier, ce qu'on voyait, c'était la surface de l'iceberg. Quand on est déjà dans un début Mais on n'aurait d'épidémie. jamais déconfiné. On n'aurait jamais déconfiné si on voulait du zéro Covid, puisque les États autour, il y aurait eu des contaminés, etc. Non, mais bien sûr, je provoque un peu là, j'exagère, je caricature, parce qu'effectivement, après, il faut qu'il y ait une politique qui se fasse à l'échelle des pays limitrophes. Mais c'est ce qui s'est fait très rapidement. L'Europe s'est très rapidement alignée, l'Europe continentale, en mettant en place des mesures assez similaires. Mais oui, absolument, vous avez raison. Ça a mis un peu de temps quand même, hein. On a surtout d'abord regardé la Chine en se disant c'est loin, et puis quand on a regardé l'Italie, on a quand même été capable de se dire que c'était loin. Donc non, ça a quand même mis du temps à se coordonner. Mais j'ai envie de reprendre maintenant un peu le cas du Covid-19 dans l'ordre et d'analyser point par point. Est-ce que déjà, maintenant, on en sait plus sur son origine ou toujours pas? Alors, les scientifiques, les équipes de l'OMS, accompagnées par des scientifiques experts dans le domaine, continuent d'investiguer la situation parce qu'effectivement, il y a plusieurs pistes possibles. Donc, aucune piste n'est balayée ou retenue pour l'instant. Enfin, toutes les pistes sont retenues et elles sont étudiées une par une. Donc, que ça soit l'émergence par le biais d'un animal sauvage qui aurait été vendu dans un des marchés d'animaux vivants du Wuhan, que ce soit l'émergence par un élevage intensif d'animaux sauvages de type bison, ou que ce soit l'émergence par un élevage intensif d'animaux domestiques de type porc. Parce qu'effectivement, on sait que les porcs sont souvent amplificateurs et peuvent permettre l'émergence et la transmission interespèces de virus qui initialement sont spécifiques aux animaux et qui peuvent ensuite se transmettre chez l'homme. Donc le porc joue un rôle souvent assez important. Donc toutes les pistes sont en cours d'analyse et d'études. Il y a aussi la piste de l'origine humaine d'un virus modifié qui n'a pas encore définitivement été écartée non plus, il me semble. Alors la piste qui n'est pas écartée, elle est sur un accident d'un virus qui se serait échappé dans le laboratoire. Elle Hmm. n'est pas forcément sur le fait que le virus ait été modifié ou pas. En tout cas, ça pourrait Oui, être un virus qui était justement étudié dans le cadre de ces études qui sont en cours sur la caractérisation des différents virus qui circulent dans l'environnement et qui aurait pu s'échapper dans le laboratoire. Mais il faut savoir que c'est des choses qui arrivent et qui arrivent notamment chez nous. En Europe, l'épidémie de fièvre afteuse en 2001-2003 en Angleterre, il a été avéré que c'est un virus qui s'est échappé dans le laboratoire. Donc c'est des choses qui, non mais voilà, qui peuvent l'erreur est humaine. Donc effectivement, c'est une piste au-delà de toute considération politique. C'est une piste qui peut être envisagée et qu'il faut aussi regarder. Après, donc on n'en sait rien. Donc on va passer à la suite. Euh, juste un élément. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que toutes ces émergences, tous ces mécanismes d'émergence sont possibles. Parce que ce qui est important maintenant, c'est de mettre des actions en place pour pas que ça arrive à nouveau et pour les prévenir. Donc si on connaît les différents modes possibles d'émergence, c'est là-dessus qu'on peut travailler. Parce que peut-être qu'on ne saura jamais exactement d'où est arrivé le SARS-CoV-2. Par contre, de savoir que ça a pu arriver par ces différents mécanismes, on va pouvoir travailler pour limiter les prochains risques dans dans ces différentes oui, sources possibles. oui, mais ça serait bien qu'on soit sûr d'ailleurs qu'il arrive par un de ces mécanismes, parce que s'il arrive par un autre mécanisme qu'on ne connaît pas encore, du coup on ne peut pas le surveiller, c'est aussi un souci. Donc ça serait bien d'avoir la confirmation qu'il arrive par un de ces mécanismes quand même. Oui, c'est sûr. Alors, on a quand même, au niveau de l'historique et des émergences passées, on a quand même, voilà, il y a des choses qui sont avérées en termes, la grippe H1N1 pandémique de 2009, on sait qu'elle a émergé d'un élevage de porcs. Les épidémies d'Ebola, elles viennent de la chauve-souris, elles transitent souvent par un hôte intermédiaire. Voilà, il y a quand même des choses en termes de mécanismes d'émergence qu'on connaît. Donc, Oui, oui, voilà. je sais bien. Je sais bien. Donc maintenant, j'aimerais qu'on se replonge en janvier 2020. Vous êtes à la tête de l'État ou vous conseillez le chef de l'État, vous avez tout pouvoir. Qu'est-ce que vous faites exactement à ce moment-là, vous? Alors, moi, je me dis depuis janvier 2020 que j'aimerais pas être à la tête de l'État. Parce que c'est très, très compliqué pour eux. Moi, ce que je dirais juste, c'est que, en fait, je trouve intéressant, j'ai pris l'exemple de la Corée du Sud parce que justement, ils avaient un comité scientifique qui siégeait au niveau du ministère et qui a pu agir et émettre des recommandations pour aider les décideurs politiques à prendre des décisions rapides. C'est ça qui nous a manqué et qui manque peut-être dans nos pays. Voilà. Après, moi, je me mets à la place de personne parce que je pense que dans ces situations très compliquées, si vous voulez, replaçons-nous en 2009, où en 2009, on était prêt parce que justement, on s'était préparé à une émergence potentielle de grippe aviaire après la pandémie de H5N1 partout dans le monde, dans les différents élevages, qui continue encore. On n'est pas à l'abri qu'il y ait un nouveau virus qui émerge.
En 2009, c'est un virus qui émerge du porc au Mexique, hein, donc on l'attendait tous de la volaille en Asie. Donc on était prêts, il y avait des plans de préparation pré-pandémique dans tous les pays du monde. On avait en France des stocks de masques. On a mis en place très très rapidement, parce qu'on l'avait déjà anticipé, des procédures d'accélération pour développer des vaccins beaucoup plus vite que d'habitude et ne pas attendre les 5 ans de validation. Donc en 9 mois, on avait un vaccin contre ce nouveau virus. On a mis en place des centres de vaccination, ça s'est fait très très vite. Il se trouve que ce H1N1 pandémique n'a pas été aussi violent parce qu'il y avait une immunité de population qui existait déjà, parce que c'était très proche d'un H1N1 qui circule déjà dans la population. Cela dit, c'est quand même un virus je ne sais pas si vous l'avez attrapé vous, mais qui en termes de grippe, c'est pas la même grippe qu'une grippe saisonnière classique. C'est extrêmement plus virulent. Bon, donc du coup, il y a une grosse polémique. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà, c'est Aussi, n'importe quoi. chaud, etc. D'accord. Mais Voilà. ne retournons pas dans ces polémiques-là. Vous remarquerez que je ne vous ai pas parlé de masque. Je crois qu'on en a assez parlé comme ça. Mais non, ce que je voudrais savoir, c'est donc par exemple, concrètement, si ce genre d'épisode se reproduit, parce que moi je veux bien qu'on soit dans la prévoyance, etc. Mais il peut toujours arriver la même chose demain. Donc Oui, que soit un petit peu au clair. On a quand même mis du temps à réagir. Donc, est-ce que, par exemple, je vais vous poser des yes-no questions, ce sera plus simple. Est-ce qu'il aurait été plus sain, est-ce qu'il aurait été sain, normal, de couper tous les avions provenant de Chine, tous les vols provenant de Chine? je ne peux pas répondre par oui ou par non. Hein, vous êtes bien, bien content. La problématique, elle est pas. Comme je disais tout à l'heure, l'OMS a mis en place des niveaux d'alerte qui permettent aux États de prendre ces décisions-là. Parce que ces décisions, elles ont un impact économique à l'échelle internationale et des impacts politiques aussi. Donc, c'est ces procédures-là qu'il faut discuter. Mais évidemment, moi, ce que je disais tout à l'heure, au premier signe d'émergence, il faut tout bloquer pour empêcher la diffusion de la maladie. Tout bloquer, ça veut dire uniquement, un peu comme en ce moment, quoi, uniquement les déplacements dûment justifiés avec un test, et sinon on reste dans son pays, voire même dans sa ville. Oui, alors si vous voulez, nous, on a une expérience pour essayer de limiter la circulation des maladies animales globalement, qui est beaucoup plus simple. Les animaux, on les empêche de bouger. C'est ça la règle en vétérinaire. Si on a une épidémie dans une ferme, on bloque tous les mouvements d'animaux pour éviter la propagation de la maladie entre les fermes. Voilà, donc ramenons-le à l'homme. C'est la mesure la plus C'est la efficace. même chose. Après, on n'est pas des animaux, on n'est pas des animaux d'élevage, et la problématique, elle est sociale, elle est économique, elle est culturelle, elle est politique. Ça dépasse la science. Donc, il faut justement Ça dépasse les sciences. en compte et qu'il va falloir qu'on prenne en compte, nous aussi scientifiques, dans la définition des stratégies de prévention. Bien sûr, mais de manière rationnelle. Il faut quand même que, quand on a l'apparition possible d'une pandémie, et maintenant l'humanité va être vaccinée, j'espère, pour au moins quelques décennies, il faut qu'on évite de devoir se confiner ou d'avoir trop de morts ou trop de malades ou trop d'intubations à tout prix. C'est-à-dire, il faut voir les coûts les plus importants. Le coût le plus important, ça reste que la pandémie se propage. Donc, si c'est bien expliqué aux gens, il n'y a pas de raison qu'ils n'acceptent pas de se confiner. D'ailleurs, à partir du moment où on a dit il y a trop de gens en réanimation, on est obligé de confiner, bah, il n'y a pas eu de révolte en France de gens qui ont dit non, on ne veut pas être confiné, plus de réanimation. Je veux dire, les gens comprennent. Mais Donc, c'est maintenant, mais il y a... je ne suis pas sûre. d'un point de vue rationnel, disons qu'on serait une société tous parfaits, de parfaits scientifiques qui comprennent tout bien. Il vaut mieux se confiner quelques mois, par exemple, tout le monde reste totalement chez soi, on fait des recherches du virus par des tests et en pistant extrêmement bien les gens. Et tant qu'on n'est pas à zéro Covid, un peu comme le fonctionnement en ce moment en Australie, si j'ai bien compris. C'est-à-dire, ils sont prêts à confiner totalement une ville pour un ou deux cas, et puis après, une fois que la tranquillité est revenue, hop, on redéconfine, c'est ça. En Australie, ils en sont capables, je vois pas pourquoi on n'en serait pas capable. Oui, après, ce genre de mesure, de toute façon, chaque mesure va avoir une durée de vie dans le temps. C'est-à-dire que selon l'évolution de la maladie et selon la situation épidémiologique, les mesures, elles ne peuvent pas être les mêmes. Ce genre de mesures doivent être prises très tôt, dès le départ, quand la maladie ne circule pas partout et qu'elle n'est pas partout. À partir du moment où la maladie, on peut la considérer comme quasiment endémique et qu'elle circule dans tout le pays, ça devient compliqué de se dire on va mettre ça en place parce qu'à ce moment-là, là, ça devient compliqué, on peut rester confiné pendant très longtemps. Donc c'est plus compliqué que ça. Si on prend la situation très très tôt, oui, ça peut fonctionner. Et si on bloque toute entrée et mouvement des gens au niveau des frontières, l'Australie, vous repreniez l'exemple de l'île, c'est une île et ils contrôlent complètement les entrées et les sorties. En Europe, il y a une décision politique de maintenir quand même un espace européen de circulation. Donc, c'est des choses qui Mais doivent être...
l'Allemagne a quand même déjà décidé unilatéralement de bloquer certaines de ses frontières. Ça va peut-être être bientôt le cas aussi pour sa frontière avec la France. Et elle, d'après ce qui se dit, en tout cas des commentateurs, semblerait vouloir une stratégie, ce qu'on appelle zéro Covid, hein, comme la stratégie à l'australienne, c'est-à-dire dès qu'on a un cas de Covid, on confine tout jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, localement. Ça paraît quand même plus rentable parce que quand on doit confiner tout un pays en entier pendant très, très longtemps, enfin bref. Qu'est-ce que vous pensez du coup du fait que l'Allemagne puisse viser cette stratégie zéro Covid? C'est totalement irréaliste et fantaisiste du fait de ses nombreuses frontières, terrestres? Non, pas forcément, j'ai pas forcément d'avis, je connais pas, suffisamment bien la situation spécifique, en Allemagne. Après voilà, dans chaque pays, il y a des comités scientifiques, qui sont composés de scientifiques très compétents dans les différents domaines. Parce que c'est un équilibre entre, le sanitaire, le social, l'économique, qui va au-delà, du sanitaire pur, donc je peux pas vraiment vous donner de réponse là-dessus. Parce que vous disiez tout à l'heure, l'Australie, c'est une île et donc c'est pour ça que cette stratégie, peut fonctionner. Donc, c'est pour Parce ça que que je me permets de vous poser la question. En termes épidémiologiques, l'Australie n'est pas dans la même situation parce que la flambée épidémique n'a pas été la même en Australie qu'en Europe. Et en Nouvelle-Zélande, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont réussi très rapidement à contrôler et éviter la circulation massive de la maladie. Donc ils sont dans une situation épidémiologique différente qui leur permet de mettre en place aussi des mesures de contrôle qui sont adaptées et différentes. Encore une fois, chaque mesure de contrôle doit être adaptée à sa propre situation. On peut regarder la situation de la France, elle est assez intéressante, c'est-à-dire qu'on n'est pas confiné. Voilà. Il y a le couvre-feu qui a été mis en place, qui a été testé, pour la première fois par la France et qui s'est avéré assez efficace dans son rôle en tout cas. Donc voilà, et chaque mesure doit être évaluée en fonction de l'évolution de la situation. C'est très très difficile de comparer d'un pays à l'autre et d'une zone à l'autre quand c'est des conditions d'épidémiologie très différentes. Mmh. Bah, moi, j'aime à penser, souvent que ce Covid-19, quelque part, c'était la meilleure chose qui pouvait nous arriver puisque au lieu, par exemple, que ça puisse tuer les enfants ou les adolescents, ça tue quand même les personnes qui sont déjà très âgées. Ça tue finalement assez peu de gens quand même et ça c'est en train de sensibiliser la planète entière à ce genre de risque et si demain on a une même pandémie, mais pas avec, 0,1 % de mortalité, mais avec 3-4 % de mortalité, au moins on sera un peu plus préparé que maintenant. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression que ce Covid-19, c'est un vaccin à l'échelle planétaire pour nous rappeler que les pandémies sont un risque. Alors c'est sûr qu'on sera mieux préparé demain qu'on l'était hier. Mais dans 10 ans, dans 20 ans, je serais curieuse de voir si on continue à être autant préparé. Et c'est ça que nous, on questionne. Parce qu'une pandémie de type Covid-19 qui arrive actuellement, on l'a vécu en 1918 avec la pandémie de grippe aviaire, la pandémie de 1918. Donc c'est des choses il y a 100 ans qui sont Oui, déjà mais arrivées. c'était pendant la guerre, ça a été beaucoup moins bien ça a été beaucoup moins bien étudié et cetera. Enfin, c'était au lendemain de la guerre. Si on regarde l'historique des différentes vagues, c'est assez similaire, donc il faut quand même qu'on retienne aussi de notre histoire. Ils portaient tous des masques. Alors après, la mortalité a été importante parce que la prise en charge médicale, et puis on était à une ère pré-antibiotique, donc forcément, c'est sûr. Mais là, on parle donc il y a plusieurs choses donc, que vous venez de dire, le fait que la mortalité est très faible. Attention, elle est très faible parce qu'on a mis en place des mesures de contrôle et de limitation de la circulation du virus qui sont extrêmement drastiques. Non, je Donc parle de la mortalité par, personne contaminée. ah oui, d'accord, oui, oui. Mais allez, si vous voulez, en termes de nombre de morts, si on n'était pas, La dans un létalité, quoi. voilà, on serait peut-être dans des chiffres similaires ou proches, de 1918, ce qui est quand même intéressant parce que c'est quand même la grande pandémie, la grippe espagnole. C'est la grande pandémie du siècle. Voilà, donc dans 50 ans, 100 ans, il faut qu'on continue à être prêt. Donc oui, on sera plus prêt demain à faire face à une nouvelle émergence, mais nous, on dit qu'il faut la maintenir dans le temps et c'est ce paradoxe-là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on oublie et qu'on continue à soutenir ça. Mais vraiment, ce qu'il faut surtout faire, c'est, mettre en place des moyens pour prévenir ces émergences à la source pour réduire les risques, pour accompagner les populations qui sont face aux risques dans la mise en œuvre de mesures qui vont les protéger et qui vont protéger toute la planète par la même occasion, et faire ça voilà, sur des bases scientifiques solides pour que ça puisse être efficace, pérenne et adapté. D'accord. Peut-être une petite dernière question pour finir sur, un point plus positif. Hem, mais ma question va être négative, c'est mon petit esprit retors. Hem, est-ce qu'il est possible que le virus, mute plus vite que qu'on adapte les vaccins? Alors, la fabrication de vaccins, elle prend, un certain temps. Au début, comme vous le disiez tout à l'heure, c'était une nouvelle maladie, donc il faut, qu'on puisse définir, des modèles de vaccins qui vont marcher. Donc ça va prendre du temps parce qu'on développe, l'outil. Quand l'outil est Mmh. développé
C'est un petit peu comme les vaccins contre la grippe. Chaque année, les vaccins contre la grippe saisonnière sont adaptés Adapté. Mmh. chez vous. Donc en fait, il suffira, de J'ai changer, l'insert même et cru mmh, j'ai même cru comprendre que le vaccin ARN messager, s'adaptait en seulement 6 semaines, donc plus rapidement que les anciens vaccins. voilà, donc du coup, le temps d'adaptation du vaccin à une évolution d'un virus qui, serait, résistant du coup à la vaccination parce qu'il aurait, été sélectionné par cette pression immunitaire, on va pouvoir Mmh, y répondre très rapidement. La mmh. problématique qui se pose actuellement, c'est que, il faudrait arriver à avoir, suffisamment, un pourcentage suffisant de population à l'échelle mondiale vaccinée pour pouvoir vraiment réduire, l'évolution virale et pour réduire la vitesse de sélection de la mutation. Les mutations, c'est des choses qui arrivent aléatoirement. Là où ça s'accélère, c'est quand justement il y a une pression immunitaire qui fait que le virus va survivre quand il est loin de la réponse immunitaire, c'est-à-dire quand il ne peut pas se faire détruire par l'immunité de l'homme. Et je vous ai pas suivi. Où vous voulez en venir? Je veux en venir sur le fait que oui, on va pouvoir adapter les vaccins rapidement, mais il faut aussi, bon là, on était confronté à une limite du nombre de doses parce qu'on n'a pas assez de vaccins. Il faut qu'on puisse les produire à une échelle qui n'a jamais à une ampleur qui n'a jamais été, connue jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse produire 6 000 000 de doses de vaccins. Ça ne va pas se faire en 2 jours, mais du coup, ça fait que les campagnes de vaccination, elles s'étendent, elles durent longtemps, et on n'a pas encore atteint des proportions suffisantes pour, contrôler la maladie, pour limiter cette évolution virale. Mais on va y arriver. Ce que vous voulez dire, c'est pour limiter, le la probabilité que de nouveaux variants encore pires, apparaissent, quoi? Voilà, c'est ça. Après, l'objectif du virus, Oui, parce que c'est pour le rappeler quand même pour nos spectateurs, donc l'idée c'est que les mutations, elles ont lieu n'importe quand, tout le temps. La plupart des mutations sont bénignes ou amoindrissent le virus ou je ne sais pas, ou ne lui font rien et certaines mutations l'aggravent et si, cette mutation qui aggrave est aussi, permet aussi au virus de plus se répandre, d'être plus contagieux, dans ce cas et bien, c'est cette nouvelle variante qui va prendre le pas sur l'ancienne et cetera et donc, plus il y a de personnes qui sont contaminées dans le monde, plus il y a de gens comme Boris Johnson qui disent qu'on va viser l'immunité collective, plus il y a de variants, et donc plus on risque d'avoir des résistances face aux médicaments ou aux vaccins qu'on va inventer, et donc plus ça risque de durer longtemps, etc. Ces variants nous montrent quand même bien que la stratégie zéro Covid est quand même immensément plus prudente que les autres stratégies. mais je ne suis pas sûre qu'on ait le choix. En fait, on n'est pas dans une situation où on pourrait se dire: «Ah bah tiens, on va pas vacciner, on va passer dans une stratégie zéro Covid». Non, non, honnêtement, si on Non, veut c'est pas arriver ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Je dis il faut vacciner et pour les prochaines pandémies ou comme ça, la stratégie zéro Covid nous assure d'avoir moins de variants. C'est ça que je dis. ah bah de toute façon, moins on aura de virus qui circulent et moins on aura de problèmes d'évolution virale, ça c'est sûr. Il faut savoir que le virus, son objectif à lui, c'est de se multiplier. C'est ça, c'est son job, c'est ce qu'il fait. Donc plus il se multiplie rapidement et plus il diffuse d'hôte à hôte et plus il va se multiplier. Donc il y a quand même un équilibre qui est intéressant à savoir, c'est qu'un virus qui va être très, très rapidement mortel ou plus grave ou plus virulent, va bloquer sa propre diffusion et sa propre multiplication, puisque s'il tue son hôte trop vite, il ne pourra Voilà. pas être. Mmh. Donc, il y a vraiment un équilibre. En général, souvent, ce qu'on observe quand même, c'est que plus les virus sont contagieux, et Moins ils sont plus moins et ils moins sont un virus qui a parfaitement réussi son évolution, c'est le HIV. C'est-à-dire que c'est un virus qui tue tellement lentement son hôte qu'il s'est propagé à l'échelle mondiale, de manière phénoménale. Bon, aussi, c'est parce que voilà, il échappe à la réponse immunitaire, et cetera. Mais c'est ça qu'il faut garder en tête. Donc, du coup, mmh. effectivement, plus on va lui mettre de pression pour limiter sa propagation, et plus les souches qui ne sont pas touchées par ces pressions, qu'elles soient vaccinales, qu'elles soient médicamenteuses, vont circuler, Mmh. le virus va essayer d'échapper à l'immunité, c'est son rôle. Allez, rêvons un peu. Même, vous dites, le HIV tue, si lentement son hôte, mais même l'objectif ultime d'un virus, j'imagine, c'est de ne même pas tuer son hôte. Comme ça, il se reproduit à sa guise dedans et voilà. Donc, est-ce qu'on peut rêver que demain, il y ait un variant qui soit plus contagieux que les variants sud-africains, anglais et cetera et donc qui prenne le pas sur les autres, mais qui soit moins nocif? C'est une possibilité, n'est-ce pas? On peut pas pré on peut ce genre de choses, on peut pas le prévoir. Oui, c'est Parce que possible. parce que Ah, dans les premiers mois de la pandémie, ce que disaient tous les épidémiologistes, c'est qu'en général, les variants sont moins nocifs. Or là, c'est pas ce qui c'est pas ce avec notre chance, c'est pas ce qu'on a eu, mais ça reste possible. En fait, les variants actuels, ils ne sont pas plus virulents. C'est juste que comme ils sont plus contagieux, on a plus de cas et donc on a plus de cas, de probabilité d'avoir des gens, non seulement, âgés, mais aussi jeunes, qui sont affectés, par la maladie. C'est ça qu'il faut regarder, en fait.
moi, j'avais vu que il y avait légèrement plus de cas graves, même par rapport au nombre de cas. C'est-à-dire qu'ils étaient légèrement plus virulents, en plus d'être plus contagieux. Vous êtes sûr qu'ils sont pas plus virulents? Alors après, Sur, il y a plusieurs types de variants et les études sont en cours. Donc, il y a pas encore, moi, j'ai pas encore vu d'études scientifiques qui confirment vraiment le fait qu'ils soient plus contagieux. Oui, ça a été démontré. Et en termes de virulence, c'est un peu plus compliqué à démontrer. Voilà, il faut qu'on puisse étudier par rapport au nombre de cas dans la population. Et comme on a des mesures de contrôle qui sont en place, ça rajoute des biais dans l'analyse. OK, super. Bon, est-ce que vous avez encore un message à nous transmettre ou